Bonjour à tous et merci d'être présents ici dans cette salle ou à distance. Aujourd'hui, je vais vous présenter la thèse intitulée Support à la conception collaborative en réalité virtuelle du framework basé scénario aux interactions. La thèse a été encadrée par Bruno Arnaldi, qui en a été également le directeur, Valérie Gourenton, Nico Palamine et Cédric Bach. Avant de vous présenter mes travaux, je vais vous resituer un peu le contexte dans lequel ma thèse s'est inscrite. Il s'agit en fait d'un contexte où actuellement il existe une multitude d'applications qui sont dédiées à la conception. Ces applications, donc on voit à gauche, permettent de réunir plusieurs personnes dans un même environnement virtuel afin d'effectuer des activités de conception. Pour cela, les personnes utilisent des outils virtuels qui sont mis à leur disposition, et ces outils virtuels permettent de dédier l'application à des domaines précis comme l'automobile, l'architecture ou encore l'aéronautique. À ce jour, il existe quasiment autant de solutions que d'acteurs sur le marché, et donc quasiment autant de solutions que de besoins. On s'est posé la question en termes de développement de ces applications, est-il possible de créer un processus générique pour ces applications, un processus donc de création d'applications, donc une méthode pour tous. On a limité le cadre de cette thèse à la conception de maquettes virtuelles qui s'effectue via une collaboration qui va être synchrone et une immersion en réalité virtuelle via des visiocasques. Donc pour comprendre la conception collaborative en réalité virtuelle, on a effectué une étude de l'état de l'art sur trois thématiques différentes. Donc la première va concerner le processus de conception collaborative, notamment via une analyse des théories et des modèles. Ensuite, on s'est intéressé à une analyse de la collaboration en réalité virtuelle, notamment via une caractérisation de cette collaboration et une étude des outils utilisés. Et enfin, on s'est intéressé à la production d'applications multi-utilisateurs pour la réalité virtuelle via des frameworks et des scénarios. Donc la conception peut être vue comme un processus dont l'objectif est de construire une description d'un artefact tout en tenant compte de contraintes. Le processus de conception va monopoliser un concepteur qui va utiliser des représentations qui vont être internes, donc mentales ou externes, comme la représentation d'un dessin ici. Ces représentations vont être intégrées dans des espaces logiques, soit de solutions, soit de problèmes, et le concepteur va effectuer des activités pour faire évoluer ces représentations afin de faire évoluer le processus de conception. Chaque évolution, par exemple, d'une représentation d'une solution peut amener à une évolution d'une représentation d'un problème et vice-versa. Pour que cette coévolution s'effectue, le concepteur peut effectuer des évaluations qui va permettre de faire des allers-retours entre les espaces. Enfin, le processus intègre des boucles d'itération afin qu'il puisse évoluer et arriver à un compromis qui sera une solution au mieux et pas une solution idéale. Dès lors que plusieurs concepteurs vont être impliqués dans le processus, on va alors parler de conception collaborative. Le groupe va essayer d'établir une compréhension commune de l'état de conception, où chaque concepteur va s'assurer que l'ensemble des autres concepteurs a la même compréhension de cet état. Cette compréhension commune va permettre d'atteindre un terrain d'entente pour le groupe qui va mener au compromis et donc terminer le processus de conception collaborative. Donc, plusieurs auteurs ont proposé des modèles pour décrire ce processus, et notamment des modèles théoriques de conception. Donc, il existe plusieurs catégories de modèles. La première catégorie va décrire des grandes phases génériques contenant des activités qui vont porter soit sur le problème, soit sur la solution, mais ces modèles ne vont pas intégrer de phase d'évaluation. Une autre catégorie de modèles va permettre de décrire l'ensemble des activités, mais ces activités ne sont pas catégorisées comme étant des activités de problème ou de solution, et il n'existe pas de lien entre ces activités. Enfin, une dernière catégorie va intégrer des boucles d'itération et des cycles répétés dans le processus de conception, afin que la coévolution puisse s'effectuer.
Donc, pour répondre aux besoins et soulever les problèmes des modèles de ces catégories, nous proposons donc un modèle qui sera générique, où les activités vont intégrer des phases d'évaluation, vont être catégorisées et où des liens seront créés entre chaque activité. Dès lors qu'on va être à plusieurs concepteurs, on parle donc de conception collaborative et nous nous sommes intéressés à des conceptions où les concepteurs sont colocalisés, donc présents dans le même environnement, pour effectuer des activités de co-conception ou de conception distribuée. Donc la co-conception peut être vue comme deux concepteurs qui ont un objectif commun qui est connu de tous et où les concepteurs vont effectuer une tâche conjointe pour atteindre cet objectif. La conception distribuée, quant à elle, les concepteurs vont effectuer des tâches différentes pour atteindre ce même objectif commun qui est toujours connu de tous. Donc les catégories de modèles qui permettent d'écrire ce processus de conception collaborative sont une catégorie qui va décrire l'ensemble des caractéristiques de ce processus via des tâches, des rôles, des règles de la collaboration, et ainsi décrire le contexte dans lequel ce processus s'inscrit. Malheureusement, cette catégorie ne séquence pas les activités de manière générique et n'intègre pas de modélisation des interactions de collaboration. Ce que permet la seconde catégorie de modèles, où les mécanismes de collaboration sont décrits, les activités mises en œuvre sont également décrites, avec des liens entre les activités et une description des mondes internes ou externes partagés. Malheureusement, il n'existe pas de monde externe individuel où les représentations ne sont visibles que par une seule personne. Donc pour répondre à ces problèmes, on propose d'intégrer la collaboration dans un modèle générique de conception et d'intégrer l'ensemble des interactions possibles de la collaboration. On va également s'intéresser à la collaboration en réalité virtuelle, car elle permet, en réunissant plusieurs personnes dans le même environnement, de travailler sur des systèmes complexes en utilisant des outils virtuels. Donc ici, vous avez deux représentations d'immersion de personnes qui effectuent une collaboration. Ici, les personnes sont colocalisées et manipulent un même objet virtuel via un objet réel. Et en dessous, vous avez deux personnes distantes qui partagent le même environnement pour de l'analyse de données scientifiques. Donc, ce qui permet à la collaboration de s'effectuer, c'est le sentiment de présence. Et notamment, dans la présence, il y a une caractéristique qui s'appelle la présence sociale, à rapprocher de la coprésence, qui peut être définie comme étant le sentiment d'être là, ensemble, à plusieurs, dans le même environnement. Donc la collaboration en réalité virtuelle peut être classifiée selon plusieurs niveaux. Le premier niveau, qui n'est pas représenté ici, correspond à un simple partage du même environnement par plusieurs utilisateurs. Le deuxième niveau, comme représenté ici, ce sont plusieurs utilisateurs qui interviennent sur des objets différents. Et enfin, le troisième niveau correspond à plusieurs utilisateurs dans le même environnement qui manipulent le même objet. Pour cela, les utilisateurs vont pouvoir utiliser des outils virtuels qui peuvent être vus comme étant la capacité de l'application qui, lorsqu'elle est mise en action par un utilisateur, permet de modifier l'environnement, de modifier des informations, d'ajouter des informations afin d'effectuer une tâche du processus de conception. Donc ici, vous avez plusieurs illustrations d'outils virtuels, comme par exemple un outil d'extrusion dans l'environnement virtuel, un outil de dessin 3D, et enfin des outils d'analyse ergonomique directement dans l'environnement. Donc, nous allons chercher à autoriser l'ensemble de ces niveaux de collaboration et également à intégrer les outils qui sont existants ou développés pour des besoins spécifiques dans des applications. Afin de créer ces applications, il existe des frameworks qui peuvent être vus comme un cadre de travail, des composants logiciels qui permettent d'établir les fondations d'une architecture logicielle. Cette architecture est prête à l'emploi pour les développeurs, ce qui permet de leur simplifier le travail. Donc il existe plusieurs catégories de frameworks, notamment une première catégorie qui permet de contrôler l'accès aux activités via des rôles ou des zones.
mais elle n'inclut pas, enfin ce framework, cette catégorie de framework n'inclut pas de séquence d'actions. Une seconde catégorie permet de visualiser des données de conception en cours de processus via notamment une connexion à des logiciels tiers, par exemple de CAO. Mais certains de ces frameworks ne permettent pas de modifier directement dans l'environnement virtuel. Enfin, il existe une catégorie de frameworks qui permet de séquencer les événements via la création de liens entre ces événements et en agissant sur l'environnement virtuel. À ce jour, il n'existe pas encore de méthodes qui permettent de dédier ces frameworks à la conception collaborative en réalité virtuelle. Donc pour cela, on va tenter de proposer un framework dédié à la conception collaborative qui va permettre de contrôler l'accès aux activités, de séquencer les activités et d'autoriser des modifications dans l'environnement. On va notamment s'appuyer sur des scénarios qui peuvent être vus comme une description de toutes les séquences possibles d'événements autorisés dans un environnement virtuel. Donc là, par exemple, vous avez un exemple d'une séquence de montage d'une plaque où un utilisateur va devoir visser la pièce A, puis la B, C, D, et enfin monter la pièce E pour terminer la séquence de montage. On s'intéresse plus particulièrement au framework 7, qui s'appuie sur des réseaux de Petri pour modéliser les changements d'état de personnes ou de l'environnement et de permettre d'utiliser des rôles. Ici, vous avez le modèle d'événement utilisé par 7 avec l'événement qui va être représenté sous forme d'une transition qui va inclure un capteur qui va détecter les changements d'état dans l'environnement virtuel et un effecteur qui va permettre d'agir sur l'environnement virtuel. C'est l'ensemble des événements décrits ici liés entre eux qui permettent de créer une séquence de scénarios. Donc l'analyse de cet état de l'art soulève plusieurs questions concernant la conception collaborative, notamment des questions qui portent sur la modélisation de ce processus pour la réalité virtuelle, où des modèles existent qui sont basés sur des phases génériques, mais sans inclure la phase d'évaluation, et des modèles qui sont basés sur les activités, mais qui n'intègrent pas des composantes de la conception collaborative. Les secondes questions qu'on se pose concernent le framework qui pourrait être adapté à ce processus, où certains frameworks permettent de séquencer les événements, mais qui ne sont pas dédiés à la conception, et d'autres frameworks qui permettent de contrôler les activités, mais qui ne séquencent pas ces activités. Donc pour répondre à ces questions, on va proposer plusieurs contributions. Mais avant de vous présenter ces contributions, je vais vous expliquer le contexte et notamment les méthodes qui permettent de créer les applications en réalité virtuelle. Donc une méthode classique est une méthode manuelle où le développeur va coder l'ensemble de son application à la main. Cette méthode peut être source d'erreurs et chronophage. Et donc, pour limiter ça, on propose d'utiliser cette méthode-ci, où on aimerait décrire dans un modèle théorique l'ensemble des séquences, l'ensemble du processus de conception collaborative. Ce modèle théorique, on va le représenter sous forme de graphe afin de le traduire ensuite dans des scénarios représentés sous forme de réseau de Petri via une framework 7 pour que ce scénario soit ensuite interprété par un moteur de scénario qui permettra de jouer l'ensemble des événements dans la réalité virtuelle. Cette méthode qui est générique, on aimerait, grâce à celle-ci, créer un ensemble d'applications qui sera donc dédié à la conception collaborative. Donc cette méthode nous amène à plusieurs contributions. Une première contribution qui va porter sur le modèle théorique du processus de conception collaborative, qui va être ensuite utilisée dans une seconde contribution qui va porter sur le framework basé scénario, qui nous permettra enfin de créer une application qui va être dédiée à un cas d'usage précis. Donc on va commencer par décrire le modèle théorique, dont vous voyez ici une représentation une représentation simplifiée du modèle multi-utilisateur. Donc on a N concepteurs, on a des activités de conception, plusieurs espaces logiques et des itérations entre les espaces.
avant de présenter le modèle multi-utilisateur, on va présenter un modèle mono-utilisateur. Donc ici, vous avez la représentation au milieu de l'écran d'un modèle mono-utilisateur sous forme de graphe. Ce modèle utilise des espaces existants, donc l'espace problème et l'espace solution, et inclut un nouvel espace qui est l'espace évaluation, dans lequel nous catégorisons plusieurs activités spécifiques. Chaque espace contient des activités que nous proposons comme génériques, qui vont être, par exemple, dans l'espace problème, la formulation et la reformulation. Ces activités sont des activités de création, comme la formulation, ou des activités de modification, comme la reformulation. Chaque activité va produire une représentation, soit nouvelle, soit modifiée. Et ces représentations, par exemple, vous en avez une illustration ici, lorsqu'un utilisateur va créer une première représentation d'un problème, il va par exemple dessiner sur un tableau les caractéristiques qui sont issues du besoin. Chaque activité est conditionnée, c'est-à-dire qu'il, par exemple, pour la conjecture, il est nécessaire pour être effectué qu'une première représentation d'un problème soit déjà existante, et donc la conjecture va pouvoir être effectuée. À l'issue de cette conjecture, l'utilisateur va créer une première représentation d'une solution qui peut être représentée, par exemple ici, sous forme d'une maquette virtuelle. Chaque activité, nous proposons de les lier les unes aux autres dans les espaces ou entre les espaces afin de permettre des boucles d'itération et d'effectuer la coévolution des espaces. Dans l'espace solution, nous proposons deux pôles d'activité, un pôle qui va concerner les critères d'évaluation via une création de ces critères et une modification de ces critères, et des activités qui vont concerner l'évaluation en tant que telle et son contrôle. Donc, dès lors qu'on va passer à plusieurs utilisateurs, on va devoir faire évoluer ce modèle. Ici, vous avez une représentation du modèle à deux utilisateurs, avec une partie qui concerne à gauche le concepteur A et à droite le concepteur B. On réutilise les espaces déjà existants de problèmes, de solutions et le nouvel espace d'évaluation. Les activités sont identiques au modèle mono-utilisateur. Par contre, chaque concepteur peut effectuer son activité indépendamment de l'activité des autres concepteurs. En plus de l'espace qui est partagé et qui est présent dans la littérature, nous introduisons la notion de monde ou de sphère individuelle dans lesquelles les représentations ne sont visibles que par un seul utilisateur. Par exemple, dans l'espace solution, donc la sphère individuelle est cette partie plus foncée, il existe une représentation qui ne sera visible que par le concepteur A. En haut à droite, vous avez une représentation de ce que voit le concepteur A dans un environnement virtuel, et en bas à droite, vous avez une représentation de ce que voit le concepteur B dans un environnement virtuel. La représentation qui est dans l'espace individuel du concepteur A, comme cette table blanche, n'est donc visible que par le concepteur A et pas par le concepteur B. Nous proposons d'introduire également un nouveau concept qui est l'objet de focalisation, qui sert à définir le support de l'activité qui est en cours d'exécution. Donc, ce support de focalisation, il nous permet de proposer, de modéliser et d'utiliser les deux niveaux de collaboration décrits dans l'état de l'art, qui sont la collaboration relâchée et la collaboration forte. Par exemple, si les deux concepteurs ont des objets de focalisation qui sont différents, donc ici un premier utilisateur qui travaille sur un tableau et ici un utilisateur qui travaille sur un moteur, les objets de focalisation sont différents. On a donc une collaboration de niveau 2 qu'on qualifiera plus tard comme relâchée. Si les objets de focalisation sont identiques, on va avoir une collaboration de niveau 3 qu'on qualifiera de forte. Donc là, en l'occurrence,
les utilisateurs travaillent sur le même objet d'évaluation. On a donc dans le modèle un niveau de collaboration qui est fonction de l'objet de focalisation. L'ensemble de ces descriptions permettent de proposer notre modèle qui est générique de conception collaborative. Donc ici, vous en avez une représentation pour N concepteurs. On réutilise les espaces déjà existants, problème et solution. On introduit un nouvel espace, évaluation. On propose d'inclure des activités qui sont génériques pour créer des représentations du problème, de la solution ou de l'évaluation. Les liens que nous créons entre chaque activité et entre espaces permettent de respecter la coévolution des espaces. On introduit, en plus du monde partagé existant, un monde individuel dans lequel les représentations ne sont visibles que par un seul utilisateur. Grâce aux objets de focalisation, on permet de respecter 2 niveaux de collaboration décrits dans l'état de l'art, et ce qui permet d'avoir un modèle générique adapté à la réalité virtuelle. Maintenant que ce modèle est décrit, je vais pouvoir vous présenter les scénarios et le moteur qui permet de jouer les scénarios. Donc, le modèle théorique que nous venons de décrire va être traduit dans un scénario qui va être inclus donc dans notre framework. Ce scénario va inclure également des fonctionnalités qui vont permettre aux développeurs de proposer des services aux utilisateurs dans l'environnement virtuel. Le framework a la capacité, fournit la capacité aux développeurs d'inclure des briques logicielles qui sont par exemple des briques d'interaction. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail le scénario. Donc ici, vous avez au milieu une représentation des scénarios portés par un utilisateur. Ces scénarios sont donc interprétés par un moteur qui va permettre de jouer ensuite l'ensemble des événements dans l'environnement virtuel. Il existe autant d'instances de scénarios que de concepteurs dans l'application. Chaque instance est reliée les unes aux autres via une brique logicielle qui permet de synchroniser ces scénarios. Donc on se base sur le framework 7 pour décrire ces scénarios, pour détecter les événements qui se jouent dans l'environnement virtuel, les changements d'état dans l'environnement virtuel, et pour agir sur l'environnement virtuel. Une instance de scénario est composée de 3 niveaux qui sont connectés les uns aux autres, interconnectés. Et chaque niveau intègre des fonctionnalités qui vont être mises à disposition du développeur. Notamment dans le niveau 1, les fonctionnalités concernent le mode de collaboration et l'objet de focalisation. Le niveau 2 va concerner les fonctionnalités d'espace et d'outils, et le niveau 3 va concerner les fonctionnalités qui vont porter sur les activités. Dans cette soutenance, je vais m'attarder plus sur la fonctionnalité de mode de collaboration et les fonctionnalités qui portent sur les activités. Donc, concernant la fonctionnalité de mode de collaboration, tout d'abord, vous avez ici une représentation du scénario qui sera interprété et joué par le moteur. Donc, c'est une représentation du premier niveau de scénario. À gauche, vous avez une partie qui va porter juste sur la collaboration relâchée et une partie à droite qui va porter sur la collaboration forte. La fonctionnalité qui va permettre de choisir le mode de collaboration se situe à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et l'exemple qu'on va prendre dans cette soutenance va être une sélection d'une collaboration forte. Donc, les personnes qui vont pouvoir effectuer ce mode de collaboration seront des personnes qui vont porter le rôle de superviseur. Donc, je vais vous présenter ici une vidéo de comment fonctionne cette fonctionnalité. Donc à droite, vous avez une vue, une illustration de ce que verra l'utilisateur superviseur dans l'environnement virtuel. Ici, vous avez une représentation d'un second utilisateur représenté via un visiocasque. À gauche, vous avez le scénario qui va être porté par le superviseur et qui va donc être joué en même temps que ses activités dans l'environnement. Donc dans le scénario,
derrière ce curseur, vous avez un rond noir qui représente la progression de l'utilisateur dans le scénario, des flèches plus foncées, bleues, ici, qui vont montrer quelles fonctionnalités et quels événements peuvent être joués en fonction de l'état où se situe l'utilisateur, et enfin des flèches plus claires qui vont montrer l'état dans lequel se situera le scénario après que l'événement soit joué. Donc, dans cette vidéo à droite, vous allez voir le superviseur sélectionner son mode de collaboration, et ce que je vais vous demander de regarder, ça va être le scénario qui, en fonction du choix effectué par le superviseur, va se jouer, parce que la fonctionnalité ici présente va détecter le changement d'état et va permettre au scénario d'avancer. Donc plus en détail, le scénario permet donc de fournir aux utilisateurs un service qui est le choix de mode de collaboration. En l'occurrence, ce sera le mode fort, qui va générer un changement d'état dans l'environnement virtuel, notamment sur un objet qui sera synchronisé entre tous les scénarios, ce qui va permettre à chaque fonctionnalité de chaque instance des scénarios de détecter ce changement d'état et donc de jouer l'événement et d'activer la fonctionnalité suivante. Ainsi, l'ensemble des utilisateurs dans l'environnement virtuel va se situer à la même phase de scénario et tout le monde sera dans une collaboration dite forte. Une fois dans cet état-là, l'utilisateur va pouvoir soit changer de mode de collaboration, soit choisir son objet de focalisation et donc activer le second niveau de scénario. Dans le second niveau de scénario est intégré deux fonctionnalités qui vont permettre de choisir l'espace logique dans lequel va travailler l'utilisateur et va permettre une fonctionnalité qui va permettre de choisir les outils. Donc, dans cette branche-là, vous avez les fonctionnalités qui vont détecter le choix du problème, de l'espace problème. Ici, l'espace solution. Ici, l'espace évaluation. L'exemple qu'on prend est un choix d'espace solution. La fonctionnalité va détecter le changement d'état dans l'environnement virtuel, va jouer l'événement, va ensuite activer la fonctionnalité suivante qui va permettre à l'utilisateur de choisir son outil, en l'occurrence l'outil de configuration pour effectuer une modification dans l'environnement virtuel. Une fois cet outil, ce changement d'état détecté, l'outil est activé par la fonctionnalité et le troisième niveau de scénario va être activé. Dans le troisième niveau de scénario, nous avons deux scénarios qui vont se jouer en parallèle. Un qui va détecter le choix du type d'activité par l'utilisateur et un deuxième scénario qui va permettre de détecter l'utilisation de cet outil. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple, un utilisateur choisit le type d'activité modification. La fonctionnalité modif content va détecter ce changement d'état, va activer l'outil, va rendre l'outil utilisable pour l'utilisateur. Et enfin, l'utilisateur, dès qu'il va vouloir utiliser cet outil et dès qu'il l'utilisera, la fonctionnalité va en détecter le changement d'état et va afficher l'ensemble des choix de l'utilisateur, c'est-à-dire le choix d'espace, le type d'activité, le choix d'outil, à l'ensemble des utilisateurs dans l'environnement. Donc l'ensemble de ces caractéristiques nous permet de proposer un framework qui est générique pour les développeurs, qui est indépendant du domaine qui est visé, du domaine de conception. Il existe donc une instance par concepteur de scénario, et les scénarios permettent, via 3 niveaux interconnectés les uns aux autres, de choisir le mode de collaboration via un objet de focalisation. Le framework permet également aux utilisateurs d'effectuer des évaluations. Les actions sont séquencées en suivant le modèle théorique qu'on a décrit précédemment. Et le framework permet de faire des modifications dans l'environnement virtuel via notamment l'utilisation d'outils virtuels. Le framework permet d'intégrer des rôles pour contrôler l'accès
aux activités. Et enfin, les itérations sont possibles via les interactions entre chaque niveau de scénario. Ce framework nous permet de créer une application qui va être dédiée à un cas d'usage précis. Ce cas d'usage, c'est l'aménagement d'une salle de contrôle. Ce cas d'usage est inspiré du projet Symfony. Et le processus de conception de ce cas d'usage est l'adaptation d'un concept d'aménagement à différents locaux, à différentes salles. Donc ici, vous avez en haut une représentation du concept d'aménagement décliné dans 3 locaux différents. Le concept possède des variations en fonction de chaque locaux, car chaque locaux a ses spécificités. L'application qu'on a créée pour ce cas d'usage permet d'unir 2 utilisateurs dans un même environnement virtuel. Donc ici, vous avez la représentation des avatars de chaque utilisateur, une représentation donc des visiocasques portés par les utilisateurs. Au-dessus de chaque utilisateur, vous avez les panneaux justement qui indiquent le choix d'espace, le choix d'activité, le choix d'outils. Et cette application nous a permis de réaliser ce processus de conception collaborative. Donc le développeur va utiliser en plus des briques logicielles qui sont soit existantes comme la brique réseau qui permet de synchroniser les environnements, les avatars et autoriser la communication audio entre chaque utilisateur. La brique réseau permet également de synchroniser les scénarios les uns entre les autres. Le développeur va également utiliser des briques qui vont être conçues pour cette application précise, des briques qui vont permettre de représenter les utilisateurs via des avatars, qui vont permettre aux utilisateurs de se déplacer, de sélectionner des objets et de les manipuler. Enfin, le développeur va utiliser des briques logicielles d'outils virtuels auxquels il va attacher des labels précis pour dire si l'outil va être dédié à une activité de problème, de solution ou d'évaluation. Le développeur va chercher à détecter les changements d'état de ces outils et va essayer, via le framework, de modifier ces états, notamment en activant ou en désactivant l'outil virtuel. Un exemple d'outil virtuel est cet outil de recherche d'objets 3D par du dessin 2D qui permet de compléter la maquette virtuelle existante. Donc, en plus de ces briques virtuelles, de ces briques logicielles, le développeur va utiliser les services qui sont offerts par le framework pour proposer aux utilisateurs de choisir leur mode de collaboration ou, par exemple, pour choisir leur type d'activité et la réalité. Pour mettre en œuvre ces fonctionnalités, le développeur va utiliser des briques logicielles comme ces menus qui vont permettre le choix du mode de collaboration et le choix du type d'activité. Donc concernant la fonctionnalité du choix de mode de collaboration, d'un point de vue utilisateur, l'objectif c'est d'engager l'ensemble du groupe à travailler conjointement. Qui va pouvoir réaliser cette action? Ça va être la personne qui aura le rôle de superviseur. D'un point de vue développeur, l'objectif c'est de permettre ce choix du mode de collaboration et de synchroniser l'ensemble des scénarios en fonction du choix effectué. Donc ici, vous avez la partie qui concerne le superviseur, une illustration de ce que voit le superviseur dans l'environnement virtuel, et en dessous, le scénario qui va être attaché au superviseur. À droite, vous avez la partie qui concerne le second concepteur, ce que voit le second concepteur dans l'environnement virtuel et son scénario qui lui est attaché. Donc je vais vous jouer une vidéo dans laquelle le superviseur va effectuer son choix de mode de collaboration et on va voir comment les scénarios sont synchronisés et évoluent en même temps. Donc, le menu va apparaître au superviseur, le superviseur choisit son mode, et là vous allez voir les deux scénarios évoluer de manière synchrone. Concernant la fonctionnalité de choix et de réalisation d'activités, d'un point de vue utilisateur, l'objectif c'est que individuellement chacun puisse choisir son activité
et réaliser cette activité sur l'objet qui a été sélectionné. Qui va pouvoir réaliser cette activité? Ça va être tous les utilisateurs, indépendamment du choix des autres utilisateurs. D'un point de vue développeur, l'objectif c'est de permettre ce choix du type d'activité et de rendre l'outil utilisable dans l'environnement virtuel. Donc ici, vous avez toujours la représentation de deux concepteurs. On va s'intéresser notamment au concepteur représenté en vert qui va utiliser un outil d'évaluation. Cet outil d'évaluation est un cylindre qui va balader dans l'environnement virtuel. Ce cylindre permet de détecter si les espaces sont suffisants entre chaque objet dans l'environnement pour permettre la circulation des utilisateurs dans cet aménagement. Donc, le concepteur en vert utilise l'outil, le cylindre apparaît dans l'environnement, il déplace le cylindre, là il s'allume en rouge, c'est-à-dire que l'espace est insuffisant et donc des modifications doivent être apportées sur cette version du poste de travail. Donc maintenant, je vais vous présenter comment le scénario, grâce à sa fonctionnalité, permet le choix du type d'activité, comment il est synchronisé par rapport au choix effectué. Donc encore une fois, un menu apparaît, l'utilisateur choisit dans ce menu et il choisit notamment l'activité New, donc une nouvelle activité, et là, la fonctionnalité de ce scénario détecte le changement d'état et est jouée. Ce qui permet ensuite de rendre l'outil utilisable. Et donc, l'utilisateur, dès lors qu'il va utiliser cet outil, les fonctionnalités du deuxième scénario vont se jouer en détectant le changement d'état dans l'environnement virtuel jusqu'à ce que l'outil ne soit plus utilisé, auquel cas le scénario va se réinitialiser. Donc, cette application qui est créée via le framework possède d'autres capacités, notamment la capacité du scénario à s'adapter à des évolutions du modèle. Donc, par exemple, si le modèle devait supprimer l'espace évaluation pour correspondre par exemple, au modèle de Maher, le modèle se retrouve avec deux espaces problèmes et solutions et les activités d'évaluation qui sont intégrées dans chaque espace. Donc pour faire évoluer le scénario, pour faire correspondre au modèle précédemment décrit, il suffit de supprimer les branches qui vont concerner l'évaluation et d'intégrer dans le niveau 3 une fonctionnalité déjà présente pour effectuer l'activité évaluation. Le développeur n'a plus qu'ensuite à faire évoluer les menus qu'il propose aux utilisateurs, notamment en proposant juste le choix de type d'espace solution et problème et en intégrant dans ces espaces l'ensemble des outils pour effectuer les activités. Donc en synthèse, on a un framework qui permet une application qui est fonctionnelle, qui est dédiée à un cas d'usage précis, alors que le framework est générique. Le framework permet d'intégrer des outils de conception pour effectuer les activités de conception collaborative. Il permet notamment d'organiser les activités en réalité virtuelle et il a la capacité également d'adapter les scénarios si jamais le modèle était amené à évoluer. Donc l'ensemble de ces contributions nous amène à nous poser plusieurs questions sur le processus de conception collaborative, notamment sur la localisation des utilisateurs dans l'application, sur la présentation de l'information aux utilisateurs dans un environnement partagé, et sur la fonctionnalité de retrouver un objet dans une base de données, tout ça en réalité virtuelle. Donc, dans un premier temps, on a effectué une étude qui porte sur l'inhibition sociale, qui peut être définie comme une baisse des performances d'un utilisateur lorsqu'il est confronté à une audience et à une tâche qui est nouvelle et complexe. Donc, dans cette étude, on a trois conditions où à gauche, vous voyez par exemple le monde physique, à droite, le monde virtuel. La première condition est la condition de contrôle où l'utilisateur est seul.
La deuxième condition est la condition colocalisée où l'utilisateur et l'audience sont dans le même environnement physique et partagent le même environnement virtuel. Et enfin, la troisième condition où l'utilisateur et l'audience sont dans deux salles séparées, mais ils partagent toujours le même environnement virtuel. Les résultats de cette étude montrent qu'il y a une performance qui semble être affectée négativement par la présence d'une audience et également qui dépend de la condition dans laquelle se situent les utilisateurs. Et en synthèse, on préconise qu'il faut mieux être colocalisé que distant, mais ce résultat est à pondérer car il est dépendant de cette tâche bien précise. La seconde contribution que l'on propose permet de répondre aux besoins d'adaptabilité de l'outil aux besoins d'un utilisateur et de répondre aux besoins de ne pas surcharger l'environnement d'informations. Cet outil se base notamment sur les objets de conception qui peuvent porter plusieurs informations comme la représentation graphique et une information de coût. Chaque information est caractérisée selon plusieurs points, comme par exemple sa dimension, 3D ou 2D. L'utilisateur va, via des interactions, pouvoir agir sur les informations portées par un objet, par exemple en faisant évoluer une information selon une de ses caractéristiques, où là on voit une représentation en 3D, et l'utilisateur fait passer cette représentation de la table en 2D. Une seconde interaction permet à l'utilisateur d'afficher plusieurs informations sur un même objet, cela en fonction de règles qui ont été définies précédemment. Une dernière contribution nous permet de rechercher un objet 3D en environnement virtuel via le dessin 2D. Cet outil s'adapte à la variabilité des représentations effectuées par les utilisateurs. Donc un même objet peut être dessiné de manière différente. Et cet outil répond au besoin de rester immergé dans l'environnement virtuel car il sera intégré à un ensemble d'outils et au processus entièrement en réalité virtuelle. Donc un utilisateur va pouvoir dessiner sur une surface 2D l'objet souhaité, va demander à l'outil d'analyser son dessin via notamment des techniques de machine learning. Les résultats de cette analyse vont être affichés à l'utilisateur, donc comme on voyait à gauche du tableau. L'utilisateur va, parmi ces résultats affichés, choisir celui qui correspond à son dessin, ce qui va permettre enfin d'instancier l'objet directement dans l'environnement. Donc, en conclusion, en plus de ces trois contributions qu'on vient de présenter, on a trois contributions principales qui portent une sur un modèle générique et théorique du processus de conception collaborative qui est multi-utilisateur, qui répond aux besoins d'avoir plusieurs niveaux de collaboration et qui permet de faire coévoluer les espaces. Ce modèle générique est ensuite adapté dans un framework basé scénario où les activités sont séquencées. Ce framework permet de créer des applications multi-utilisateurs et est fourni aux développeurs pour permettre de proposer des services aux utilisateurs. Ce framework a notamment permis de créer une application dédiée à un cas d'usage précis où plusieurs utilisateurs distants étaient réunis dans le même environnement virtuel et qui a permis aux développeurs d'intégrer des briques logicielles existantes ou développées pour l'occasion. Ces contributions nous ont amené à proposer plusieurs perspectives à court terme ou à moyen terme. Donc, concernant notre contribution principale, il serait intéressant d'analyser le modèle en situation écologique et de confronter le framework à des experts pour en juger son utilisation. À plus long terme, il sera intéressant de modéliser d'autres rôles pour l'intégrer au processus de conception collaborative. Concernant la localisation, il sera intéressant d'analyser les traits de personnalité et comment ils peuvent impacter l'inhibition sociale. Et à plus long terme, il serait intéressant d'effectuer une analyse similaire, mais dans un contexte
de conception collaborative. Concernant l'outil de présentation d'informations, il sera intéressant d'implémenter son outil pour en effectuer des analyses ergonomiques. Et à plus long terme, il sera intéressant d'ajouter un outil pour préparer l'information, pour l'intégrer directement en réalité virtuelle. Enfin, concernant la recherche d'objets 3D via du dessin 2D, il sera intéressant d'effectuer une analyse de sa performance avec un panel plus important d'utilisateurs et d'améliorer son ergonomie. Et à plus long terme, on pourrait augmenter le nombre d'objets reconnus par l'outil, comparer cet outil à d'autres existants et étudier son utilisation, l'impact de son utilisation dans un processus complet. L'ensemble de nos contributions nous ont amené à faire trois publications dans des conférences internationales et une publication dans un journal international.